Alors, je vais faire mon petit exposé. Donc, merci Rémi, merci Nathalie donc, pour cette invitation. Dans un premier temps, je vais répondre aux questions qui nous ont été posées. Je vais y répondre en tant qu'enseignant, donc professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'Université de la Suisse italienne. Je vais laisser un petit peu Zurich de côté. Et puis ensuite, sans dresser de grands tableaux un peu complexes, on l'a vu hein, sur la question des doctorats par le projet, je présenterai deux doctorats que j'encadre et qui sont assez représentatifs de ce qui se fait. On verra la partie recherche historique, scientifique et puis projectuelle. Donc, en ce qui concerne les PFL, la durée du doctorat, c'est en général 3 ans, c'est assez court. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Le doctorat que je vais vous présenter a été fait en 3 ans. Le nombre de thèses en architecture, il y en a 78, enfin 78. Il y a une école doctorale qui est tout à fait structurée depuis de nombreuses années, qui est l'EDAR, que l'on trouve facilement sur le site avec quelques cours obligatoires. Je crois qu'il y en a pour 14 crédits, donc c'est pas grand-chose, mais ce sont des cours euh, sur des apports théoriques, des séminaires doctoraux et des choses de ce type-là. Donc ça encadre en fait le doctorant dans sa formation. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que ça ressemble quand même assez à ce qui a été dit par mes collègues précédemment. Alors le financement est obligatoire. Les PFL ne prend pas de doctorat qui ne soit pas financé. La plupart du temps, ils sont financés par les laboratoires de recherche dans lesquels s'insèrent les doctorants. Donc, il y a des dotations pour ça. Ou alors par des bourses du Fonds national, mais elles sont quand même assez rares. Co-tutelle, alors théoriquement oui, pratiquement c'est assez rare. En fait, les co-tutelles se font lorsque l'institution EPFL passe un accord de co-tutelle global avec une autre institution. Alors nous, on a eu de la chance parce que on a profité d'un accord qui avait eu lieu avec le Technico de Lisbonne, et donc on a eu une thèse en co-tutelle déjà comme ça. Et puis celle que je vais vous présenter rapidement de Giuseppe Galbiati, elle est faite avec l'UC Louvain parce que les PFL a une collaboration assez structurée avec l'UC Louvain. Mais, enfin, c'est une exception, hein. C'est une exception. Voilà, donc en ce qui concerne les PFL, en ce qui concerne l'USI, donc l'Accademia d'Architectura di Mendrisio, l'USI c'est l'Université de la Suisse italienne. Donc c'est 10 semestres donc, comme assistant lorsque le doctorant est assistant. Le maximum est de 12 semestres. Le nombre de thèses, alors en architecture, je vais directement à l'architecture, il y en a une trentaine. L'école doctorale se met en place, elle n'existait pas jusqu'à cet automne. Elle n'est d'ailleurs pas complètement, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Il y a aussi des cours, évidemment, des cours à propos de méthodologie, d'écriture scientifique, capacité de représentation, et des questions aussi de recherche de financement pour la recherche, pour un nombre de crédits qui est assez restreint. Le financement, alors il y a une particularité, alors qu'à l'EPFL, un doctorant, une doctorante ne doit pas avoir une autre activité que celle de son doctorat. À Mendrisio, il est possible d'avoir un poste, enfin, d'avoir une activité d'assistant en même temps, et ça permet aussi d'assurer le financement, ou alors un financement au Fonds national, mais qui, comme je l'ai dit, est possible, mais difficile à obtenir. Co-tutelle, oui. Co-direction et co-tutelle, oui. C'est tout à fait possible. Il y en a toute une série. Voilà. Donc, en ce qui concerne le type de thèse, que ce soit à l'EPFL
Ce sont des thèses qui ont trait à l'urbanisme, à l'histoire, à la sociologie. Il y a une forte composante sociologique de sciences humaines à l'EPFL à l'EDAR. À l'USI aussi, beaucoup de thèses en histoire, peu de thèses par le projet faites par des architectes. Ça vient, mais il y en a très très peu. Voilà, donc ce que je vous ai dressé là, c'est pas une évaluation exhaustive, hein, des thèses en architecture par le projet, mais je vais vous en présenter deux qui seront un peu un échantillonnage que je connais bien dans la mesure où je les ai encadrés. Peut-être une petite parenthèse, parce qu'il y a eu il y a quelques années, de 2010 à 2017, promu par l'architecte et professeur Inès Lamunière, une série de thèses sur le thème de l'urbanisme et du complexe design, qui étaient fortement professionnalisantes, mais qui n'ont pas été reconduites à l'échelle académique parce que jugées peu, comment dire, peu orthodoxes, pour dire ça comme ça, dans le concours, dans le cursus des thèses d'architecture. Voilà. Alors, est-ce que ça passe? Oui. Donc, la première thèse que je vais vous présenter, c'est celle qui a été faite à l'EPFL avec une co-tutelle à l'UC Louvain, donc avec comme professeur Giulia Malino à l'UC Louvain. C'est Giuseppe Galbiati sur la sauvegarde des structures suspendues avec des façades légères, donc autour des années 60-80. Alors, il y a une étude architecturale, comme on va le voir, mais il y a aussi des propositions d'intervention, et c'est là que se situe le projet. Donc, en fait, la thèse se base sur tout le travail qui a été fait au labo depuis maintenant une quinzaine d'années sur la question le rapport entre les qualités patrimoniales et les questions énergétiques et les mises à niveau qu'il faut faire au niveau européen. Et en analysant un corpus bien précis qui est celui des bâtiments suspendus, quoi, avec des structures suspendues, qui sont des bâtiments qui sont, je dirais, assez menacés, qui ne sont pas toujours protégés. Je dirais qu'il y en a très peu qui sont protégés. Donc c'est une combinaison qui est assez intéressante, quoi, mais qui, au niveau de la sauvegarde, se trouve dans une pratique assez difficile. Donc, au niveau de l'histoire, ce sont des structures qui se sont développées dans les années 60-70 et puis qui ont complètement disparu dès les années 80. Donc, il s'agit, dans un premier temps, de faire l'histoire, donc l'histoire de la construction de ces bâtiments-là, de les repérer de manière assez exhaustive, d'en déterminer les technologies d'ingénierie, les éléments de construction, d'en reconnaître les qualités, et puis de comprendre s'il y avait eu des lignes directrices concernant la rénovation de ces bâtiments-là, essentiellement les rénovations thermiques. Donc, il y a toute une partie de la thèse, comme on peut le voir, qui est multidisciplinaire, step by step, recherche historique, architecturale, conception architecturale, préservation du patrimoine, physique et technologie du bâtiment, avec des redessins, des modélisations, des simulations dynamiques qui ont été préférées au niveau thermique, qui ont été préférées aux simulations statiques. Donc tout ça, c'est une question de connaissance dans le détail du bâtiment. La thèse a approfondi trois bâtiments en particulier, qui sont celui que vous avez sous les yeux, qui est donc le bâtiment administratif de Chaudron, Jean Prouvé pour les façades, le bâtiment suspendu, donc la tour BP à Anvers,
qui est le premier bâtiment suspendu par Stinen et Demeyer, qui date de 61. Et puis le bâtiment Olivetti à Florence, construit par Galardi en 69, 70, 72. Donc voilà, donc là vous avez Lausanne qui est à l'écran. Donc histoire de la construction qui est méticuleusement définie. Il y a eu des scénarios d'intervention qui sont proposés et qui sont conçus à partir de relevés et de dessins détaillés, qui sont un moyen de recherche, le moyen de recherche de l'architecte, pour comprendre la conception architecturale et les technologies de construction spécifiques. Ça, c'est les questions des modèles dynamiques. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits sur place pour comprendre le fonctionnement dans le détail. Et puis, il y a aussi toutes les interventions possibles. Donc là, c'est du projet, hein, c'est du projet. C'est un projet un peu invisible, comme on a l'habitude de le proposer, mais c'est des projets extrêmement, comment dire, réalistes par rapport à leurs objectifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce cas précis de structures suspendues qui, évidemment, sont couplées avec des façades extrêmement légères, donc avec des propriétés thermiques qui aujourd'hui ne sont plus suffisantes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de cette typologie-là, c'est toute la question des murs rideaux et des façades légères et du projet de sauvegarde, bien entendu, de ces façades-là que l'on peut envisager à partir de ce cas précis. Alors, je vais vite. Le deuxième projet de doctorat ces deux doctorats sont à bout touchant. Ils sont pas encore les présentations n'ont pas encore été faites, mais ils sont à bout touchant. Et là, il s'agit pour l'USI, toujours sous ma direction, d'une architecture qui est étudiée, une architecture. C'est la question de l'énergie, de la faible consommation d'énergie, mais non pas simplement vue comme un projet actuel pour du neuf, mais telle qu'elle a pu être envisagée dans l'histoire, envisagée et construite. Quelles leçons on peut en tirer? D'un côté, quelles leçons on peut en tirer pour l'architecture neuve, et puis de l'autre, comment on peut intervenir sur ces bâtiments-là pour de nouveau les sauvegarder. Donc, c'est aussi un projet qui prend pied très fortement dans la question énergétique et en fait, qui met en lumière les solutions pionnières de conception et de construction économe en énergie et qui peuvent aujourd'hui avoir des vertus d'actualité. Donc là, à l'écran, vous avez les projets développés par Erskine, qui est un architecte qui a intégré depuis le départ de ces constructions cette question de l'isolation et du fonctionnement énergétique à basse consommation. Donc il y a eu toute une période, toute une partie de cette thèse qui a travaillé sur l'évolution de l'architecture dite soucieuse de l'énergie, de l'architecture moderne, et telle qu'elle s'est présentée aussi dans les années 70 et 80. Et donc tout ça, c'est répertorié. Il y a aussi la question de la qualité architecturale qui est mise en balance avec l'efficacité thermique. Et ça a été, c'est quelque chose qui nous tient passablement à cœur, c'est-à-dire de ne pas parler soit de l'un, soit de l'autre, ou faire disparaître la question de la qualité lorsqu'on parle simplement de la question de l'énergie.
Et il y a une dizaine de bâtiments qui ont été étudiés extrêmement dans le détail, qui vont de bâtiments d'Henri de Van der Velde, Erskine, mais aussi Martin Wagner, Thomas Herzog, avec Natterer, Guido Stegen ou Sergio Los. Donc ces bâtiments-là ont fait l'objet de relevés extrêmement dans le détail, de discussions avec les architectes lorsque ils sont encore présents, visites, entretiens, etc. Et modélisation de manière à comprendre leur fonctionnement, à l'analyser évidemment avec les moyens que l'on a aujourd'hui, non seulement analyser les performances de l'époque et, je dirais, les régulations qu'il y avait à cette époque-là, mais les performances d'aujourd'hui et aussi la question de savoir comment on peut intervenir sur ces bâtiments-là aujourd'hui pour les faire refonctionner au mieux, considérant les questions climatiques, hein, je dirais d'ordre général, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la thermique, mais d'une question de confort. Alors, les bâtiments ont été étudiés en fonction de la quantification des valeurs de transmission, évidemment, de la demande d'énergie finale pour le confort thermique, des solutions bioclimatiques, de l'évaluation des systèmes solaires passifs, et puis de la quantification des émissions de carbone correspondant à la demande d'énergie pour le confort thermique. Donc là aussi, la question du projet, ça a été l'analyse extrêmement détaillée, et à partir de là, les solutions pour, comprendre leur fonctionnement dans le but de s'en servir aussi dans le projet de bâtiment aujourd'hui, et puis la consolidation de ces systèmes de manière à se baser sur la sauvegarde, enfin plutôt proposer la sauvegarde de ces bâtiments qui sont pionniers, assez extraordinaires et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc là, ça, c'est à l'écran, vous avez des simulations dynamiques de fonctionnement thermique. Dans le cas précis, c'est l'école de Crozara qui est faite par Sergio Los, qui est le premier assistant de Carlos Carpa. C'est assez intéressant de voir comment on passe de Scarpa à la bioclimatique dans les années 70 et 80. Voilà, je crois que j'ai présenté rapidement. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps qui m'était imparti, mais voilà, il me tenait à cœur de présenter, non pas de parler de questions générales ou de ce que l'on peut trouver, somme toute, dans n'importe quelle comment dire, information sur les écoles, mais dans le détail, ce que l'on entend par la place de la recherche et du projet dans le doctorat tel qu'on peut les mener dans deux institutions en Suisse. Voilà.